Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, dans cette vidéo, je vais partager avec vous un article que j'ai trouvé vraiment très intéressant et qui a été écrit par Arthur Hayes. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur et le créateur tout simplement de BitMEX. Et donc, récemment, il avait écrit un article qui est vraiment intéressant, notamment sur Ethereum. Ce qu'il faut savoir, c'est que Arthur Hayes, pendant très longtemps, c'était ce qu'on appelle un Bitcoin maximaliste. Donc pendant très longtemps, il a été uniquement axé sur le Bitcoin. Et puis pour lui, tout le reste des autres crypto-monnaies, dont l'Ether, c'était tout simplement des shitcoins. Et donc il a écrit un article le 15 avril 2021 où il explique justement, en effet, oui, j'ai bien lu le livre blanc, donc le white paper. Parce que jusqu'à présent, il ne l'avait pas vraiment fait. Et il a écrit tout un article que je vais essayer de revoir avec vous pour remettre en perspective peut-être ce qu'il pensait auparavant, et il a changé complètement d'avis en fait sur la blockchain Ethereum. Et selon lui, il y a un potentiel vraiment très intéressant sur ce projet, et il donne également quelques chiffres et à la fin éventuellement des projections de prix, ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et l'idée en fait de cet article, bien évidemment, il faudra que vous puissiez le lire après de votre côté parce que je vais simplement pointer du doigt des aspects qui me semblent importants et qu'il faut que vous ayez en tête. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous allez en fait plonger vraiment dans un projet, quand vous allez prendre la peine de lire par exemple le white paper, d'aller creuser les informations et pas uniquement prendre ce que vous allez pouvoir voir sur internet, justement ça peut vous permettre de changer de perspective. Et c'est justement ce qu'il explique dans cet article, parce que lui pendant très longtemps, donc il était vraiment Bitcoin maximaliste, il pensait qu'il y avait uniquement le Bitcoin et que tous les autres crypto-monnaies, tous les autres projets, il n'y avait clairement aucun intérêt ni aucun objectif, parce que justement il ne s'était pas posé la question, justement il n'avait pas lu le white paper. Il n'avait pas vraiment remis en question tout ce qu'on pouvait lui expliquer jusqu'à présent. Et pour autant, c'est pas quelqu'un de bête, hein, parce que on ne connaît pas sa fortune personnelle, mais pour avoir créé par exemple BitMEX, etc., je pense que c'est une personne qui est déjà multimillionnaire, et donc à mon avis, c'est pas le dernier. C'est pas le dernier de la classe, quoi, clairement. Donc, je vous mettrai le lien de l'article dans la description de la vidéo pour ceux qui voudront aller le lire. Il explique que au départ, à chaque fois qu'il va, par exemple, faire des événements sportifs ou qu'il va aller voir des amis, vu que c'est des personnes qui le connaissent et qui savent en fait clairement ce qu'il fait sur le marché des crypto-monnaies, on lui pose des questions, et à chaque fois, quand il explique aux personnes qu'il ne peut pas leur donner des conseils en investissement, qu'il ne peut pas tout simplement leur dire dans tel ou tel projet, il faut que tu investisses dans tel ou tel projet, il leur explique éventuellement, j'ai envie de dire, les grandes lignes, mais c'est pas quelque chose comme ça qui peut s'apprendre du jour au lendemain. Je pense que vous avez déjà, à mon avis, été confronté à ça, quand vous avez des personnes de votre famille, quand vous essayez d'expliquer pourquoi, par exemple, le marché des crypto-monnaies c'est intéressant, pourquoi on devrait s'y intéresser, expliquer ce qu'est Ethereum, expliquer ce qu'est le Bitcoin à Chainlink à quelqu'un qui n'y connaît strictement rien et qui n'a aucune base, c'est impossible. Et à mon avis, c'est pas l'aider, en tout cas, c'est pas aider ces personnes que de simplement leur dire vite il faut que tu achètes, parce que à la moindre fluctuation, si on n'est pas préparé au marché, si on ne sait pas dans quoi on a investi, et finalement on risque de facilement perdre de l'argent. Et d'ailleurs on voit que c'est les personnes qui sont les moins expérimentées en fait sur le marché qui avec le temps perdent le plus d'argent, quoi, tout simplement. Et c'est ce qu'il explique au départ dans cette introduction. Selon lui, vraiment quelque chose de très important quand on décide d'investir sur un projet ou de s'intéresser vraiment à une problématique, il faut vraiment essayer d'avoir une compréhension solide du pourquoi et du comment potentiel. Dans le cas d'Ethereum, par exemple, beaucoup considèrent Ethereum que ça pourrait être comme l'équivalent d'un supra-ordinateur virtuel décentralisé, où on pourrait faire vraiment tout un tas de choses, créer des applications notamment décentralisées. On a eu plein d'innovations, les ICO, les NFT, on a eu la DeFi, la finance décentralisée, mais Ethereum c'est encore bien plus que ça. Et donc, quand on comprend justement ce qu'est Ethereum, pourquoi ça a été créé, la problématique aujourd'hui à laquelle on essaye justement d'apporter une solution et comment ils souhaitent le faire, justement derrière on a déjà une vision un peu plus objective du projet en question, une vision un peu plus périphérique, et ensuite on peut arriver à mettre, j'ai envie de dire, des extrapolations de valeur en disant tiens, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, quel type de marché on a à l'heure actuelle, combien ça représente en termes de capitalisation totale de marché, et on peut faire une extrapolation éventuellement aujourd'hui pour Ethereum. Donc ça c'est vraiment super important, et on a fait déjà ce travail plusieurs fois sur des projets qu'on vous a présentés sur la chaîne. On a fait ça sur Bitcoin, on a fait ça sur Ethereum, là vous allez le voir aujourd'hui, on a fait ça aussi sur Chainlink, enfin on a fait ça sur plein de projets, et c'est vraiment indispensable parce que derrière vous pouvez, si vous ne faites pas ce travail-là, vous pouvez rapidement vous recentrer sur ce que vous connaissez et puis perdre en fait la vision d'ensemble, ce qui serait quand
quand même dommage. Donc pour comprendre vraiment ce qu'est Ethereum, il va se focaliser déjà sur ce qui existe aujourd'hui, et notamment sur le système bancaire, parce que avec la DeFi par exemple, avec la finance décentralisée, mais il n'y a pas que ça, hein, bien évidemment, vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez les NFT, vous avez les ICO, vous avez aussi les DAO, donc les Decentralized Autonomous Organization, les organisations autonomes décentralisées, qui seront à mon avis un plan important aussi de la croissance et du développement d'Ethereum. Vous avez aussi tout ce qui va être security token qui va se développer aussi beaucoup plus sur Ethereum, et c'est pas pour autant des marchés qui existaient aujourd'hui. Donc là il se focalise dans cet article vraiment sur le système bancaire parce que c'est ce qu'on a aujourd'hui, et il va commencer déjà à zoomer déjà sur leur performance depuis ces dernières années, et notamment depuis la crise des subprimes en 2007-2008. Et donc déjà là il va commencer à regarder les banques. Alors ça c'est plutôt sur le marché US, donc l'indice qui va représenter les performances des plus grosses banques américaines depuis en fait la crise des subprimes. Donc on voit que pendant la crise des subprimes on a eu un très 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 gros crack forcément, et il y a eu une certaine recovery, hein, depuis le début. On a pas mal récupéré et on a à peine dépassé on va dire en un peu plus de 10 ans, on a à peine dépassé le précédent plus haut de 2007, 2008. Donc il a fallu, comme il dit, presque 14 ans pour retrouver les sommets de 2007. Ensuite, il va regarder par rapport là à l'Eurostock Bank, donc qui est l'indice, la même chose que sur l'indice US, mais là cette fois-ci pour le marché européen. Et là, c'est pas du tout le même cas de figure, hein, parce que là encore, le marché US en 14 ans, on a récupéré les performances et le sommet, notamment de 2007-2008. Je veux dire en France, 2007-2008, bon ça c'est le cours, c'est écrasé comme sur la plupart des grosses industries, et par contre on voit que là on en est encore très 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 loin, on est encore très très loin de son dernier plus haut, hein, quand on est à 80% de son dernier plus haut, ce qui fait quand même relativement peur. Pareil, donc là il donne des informations notamment sur le marché chinois, donc c'est le même type d'indice avec les grosses banques cette fois-ci chinoises, et là on est à 20% en dessous des sommets de 2008, donc là pareil, pour la Chine on n'a toujours pas récupéré le dernier plus haut. Là on a la même chose au Japon. Donc au Japon, c'est même pire que sur le marché européen. On est à moins 90% de notre dernier plus haut par rapport à 2007-2008. Et là où ça reste quand même très contre-intuitif, c'est que là, vous avez la courbe de la croissance en fait des performances du secteur bancaire plutôt en Inde, et on voit que la courbe elle est vraiment très 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 haussière, malgré la petite baisse qu'on a eue en 2007-2008. On a eu un dépassement du dernier plus haut vraiment de manière bien plus importante que sur tous les autres secteurs bancaires aux États-Unis, en Europe, en Chine, peu importe. Là en Inde justement, on voit que le secteur bancaire a su vraiment tirer son épingle du jeu avec des innovations, la mise en place peut-être de certains services qui n'existaient pas avant, et qu'on voit que même après les différentes crises, en fait il y a toujours des opportunités même sur le secteur bancaire. Donc là, il a repris en fait tous les indices que je vous ai présentés, qui représentaient les performances des différents secteurs bancaires en fonction des différents pays, donc aux États-Unis, également donc en Europe, donc sur le continent européen, en Chine, en Inde, et puis également au Japon. Et il l'a mis en comparaison avec un autre indicateur que je ne vous ai pas présenté jusqu'à présent, qui s'appelle le TSMC ou le 2300 TT, qui est en fait la croissance du marché des semi-conducteurs à Taïwan, donc la carte des semi-conducteurs à Taïwan, et selon lui, ça représente de manière générale la croissance et l'innovation technologique qu'on peut avoir ces dernières années. Et donc qu'est-ce qu'on observe ? On observe que pendant assez longtemps, on avait, j'ai envie de dire, une corrélation assez proche et un mouvement assez proche des performances des différentes entreprises, et notamment du marché bancaire, avec la croissance et le développement des nouvelles technologies, parce que c'est justement ce qu'on est en train de regarder avec la croissance des cartes semi-conductrices. Par contre, ces dernières années, à dire entre 2012 jusqu'à là 2021, on a une décorrélation qui est vraiment flagrante et extrêmement importante avec toutes ces autres industries qui n'ont pas pris le volet en marche et qui n'ont pas pris le temps en fait d'évoluer et de changer leur manière de fonctionner. Donc ça crée vraiment des disparités importantes, ça crée des écarts de richesse également extrêmement importants, et c'est ce qu'il explique dans la suite dans cet article. Donc là, il a mis un point important sur le marché bancaire, et il rentre un peu plus dans le détail
en comparant les différents services que les industries bancaires proposent aujourd'hui avec les alternatives qu'on peut avoir aujourd'hui accès avec le marché des crypto-monnaies de manière décentralisée. Donc par exemple, un des services bancaires qu'on a aujourd'hui, c'est tout simplement votre compte épargne. Donc vous avez un compte dans lequel votre banque vous paye théoriquement des intérêts, même si on sait qu'aujourd'hui, les intérêts qui sont payés par votre banque, c'est complètement dérisoire et c'est clairement pas intéressant pour peu que vous y intéressez, vous puissiez vous y intéresser réellement. Donc derrière, en équivalent décentralisé, donc vous avez la possibilité par exemple de prêter vos stablecoins sur des plateformes comme Compound, sur Aave, etc. Et donc vous pouvez avoir des rendements bien plus intéressants sur ce genre de plateforme que sur des simples comptes épargne bancaire que vous pourrez avoir dans votre prestataire habituel, quoi. Ensuite, vous avez tout ce qui est compte courant. Donc le compte courant de manière décentralisée, en fait, c'est on va dire une crypto-monnaie que vous pouvez buy and hold, hein, vous l'achetez, vous la gardez et puis vous pouvez dépenser, échanger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, vous avez tout ce qui est prêt. Et en effet, hein, si vous vivez par exemple dans un pays développé comme la France, les États-Unis, etc., vous pouvez avoir accès à un service de prêt. Alors ça va dépendre de plein de critères, souvent ça va dépendre de votre scoring bancaire, et puis c'est pas vous faire un dessin, je pense que vous le savez, mais plus vous avez d'argent, plus vous êtes aisé financièrement, plus on va vous prêter avec des taux intéressants, et puis moins vous avez d'argent, moins on va vous prêter, et plus vous allez avoir des taux qui vont être défavorables pour vous. En plus de ça, on sait qu'il y a une bonne partie de la population d'un point de vue mondial qui n'ont pas du tout accès à ces services financiers de base, hein. Un compte épargne, même un compte en banque tout court. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, il y a des milliards de personnes qui n'ont pas accès à ces services-là. Et en plus, vous allez avoir des conditions défavorables, une discrimination qui peut exister. Alors il donne le cas par exemple en fonction de votre origine ethnique, mais pas que. Il y a plein d'autres facteurs également avec une discrimination importante qui peuvent rentrer en ligne de compte avec les systèmes financiers traditionnels. Avec l'équivalent de manière décentralisée, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous interagissez avec le protocole et vous respectez les règles innées du protocole, vous pourrez de toute façon avoir les mêmes conditions que quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui en a pas. Ça, c'est absolument on est tous sur le même pied d'égalité. Par exemple, demain, vous voulez emprunter de l'argent sur Aave, vous allez devoir mettre en collatéral une certaine partie de vos crypto-monnaies, puis emprunter une partie de l'argent et faire après ce que vous souhaitez avec cet argent-là. Si vous ne respectez pas les règles du jeu, vous serez liquidé, mais tout comme quelqu'un qui peut avoir 100 millions de patrimoine, il sera liquidé de la même manière que quelqu'un qui a, 1000 euros de patrimoine. Et ça aussi, ça remet quelqu'un sur le même pied d'égalité. Et le dernier service en fait qui est proposé ici dans cet article, c'est tout ce qui est service de confiance. Donc si aujourd'hui vous faites appel si vous voulez accéder à un produit ou un service dans une industrie bancaire, vous allez forcément faire appel à un tiers de confiance avec toutes les problématiques liées à la centralisation qu'on a déjà évoquées sur cette chaîne YouTube. Et forcément, quand on a une centralisation du pouvoir et de décision qui est bien trop importante, on voit ce que ça a pu donner, notamment dans le cas des industries bancaires. En 2007-2008, donc quand on a eu la crise des subprimes, il y a eu certains CEO, certains PDG qui ont pu se reverser des dividendes qui crevaient littéralement les plafonds, et aucun d'entre eux, de toute façon, n'ont été inculpés, aucun d'entre eux n'ont été amenés en prison, n'ont été jugés. Il y en a certains qui ont démissionné, mais avec des parachutes dorés, et finalement, la justice, on a également aussi une justice vraiment à deux vitesses. Pendant très longtemps, on a privatisé les gains, on a socialisé les pertes, ce qui n'est absolument pas équitable pour l'ensemble des autres personnes qui participent activement à la création de richesse, comme vous et moi tout simplement. Et donc aujourd'hui, par exemple pour le cas d'Ethereum, on pourrait avoir un équivalent de manière décentralisée, puisqu'on enlèverait de toute façon cet intermédiaire de confiance qui pose tant de problèmes aujourd'hui. Donc on aurait aujourd'hui un algorithme avec des contrats intelligents qui permettrait un petit peu de chapeauter tout ça, tout simplement. Donc là derrière, il explique également par rapport aux différents indices que je vous ai présentés, donc notamment l'Eurostoxx Banking, le CSI 300 qui est l'indice bancaire indexé notamment sur le marché chinois, etc. Quelle taxe, quel impôt ça représente aujourd'hui l'industrie bancaire d'un point de vue mondial. Et donc il a fait tout simplement des calculs, et il dit qu'aujourd'hui, alors c'était plutôt en 2020 où il avait fait ce calcul-là, que les taxes que chaque personne, vous et moi, aujourd'hui payons pour ces industries bancaires, ça représente aujourd'hui entre 2 et 3% du PIB mondial, ce qui est énorme. Quand on y pense, 2 ou 3% du PIB mondial, c'est des sommes qui sont aujourd'hui astronomiques, pour un service qui d'un point de vue technologique n'a absolument pas évolué, qui profite à une toute petite partie vraiment de la population, et encore une fois, qui va privatiser les gains et socialiser les pertes. Donc ça pose aussi des questions importantes.
Et en dessous, tout ce qui est lié aussi à la lourdeur administrative et aux audits. Parce qu'il y a des grosses boîtes aujourd'hui comme PwC, Deloitte, etc., qui sont des industries importantes au niveau de l'audit. C'est des leaders mondiaux dans cette industrie-là. Et ça, pareil, hein, les industries bancaires font appel à ce genre de service-là pour contrôler que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il y ait, d'un point de vue administratif, que ça tourne droit, etc. Parce qu'il y a des contrôles. C'est des industries aussi qui sont censées être régulées. Et ça coûte énormément d'argent. Ça coûte énormément d'argent à la fois pour les industries de manière générale, pour une inefficacité, j'ai envie de dire, au possible, parce que quand vous essayez, je prends le cas par exemple du marché français, la lourdeur administrative qu'on a en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent que ça demande, et puis les strates à chaque fois d'administration qu'on peut retrouver, c'est juste complètement fou, quand on le compare même avec d'autres pays, comme par exemple en Estonie, où là ça a été quand même beaucoup plus simple, et tout est créé vraiment sur Internet. La procédure administrative est quand même beaucoup plus simple. Mais pour en revenir à ce sujet-là, aujourd'hui, donc les industries bancaires, bien qu'elles soient régulées, ça leur demande énormément d'argent aussi et d'énergie pour contrôler si ce qu'elles font aujourd'hui, ça répond quand même aux critères des régulateurs. Et ça coûte énormément d'argent. Là, on voit que par exemple, en 2020, il a une taxe qui est également payée par nous pour tout ce qui va être lourdeur administrative par ces grandes boîtes-là, et ça s'est élevé à 87,09 milliards de dollars. Ce qui est quand même complètement fou, lui il les compare à des compteurs de haricots. Parce qu'aujourd'hui on peut avoir, avec par exemple dans le cas d'Ethereum, un algorithme, un protocole qui va faire ça totalement de manière décentralisée, de manière automatique, avec des contrats intelligents. On ne sera plus obligé de payer des strates d'administration à n'en plus finir pour avoir une efficacité au travail qui tend presque proche de zéro, avec des coûts qui sont quelquefois astronomiques. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il explique juste à côté. Il dit, voilà, ce nombre passera à zéro, tandis que les états comptables deviendront parfaitement exacts. Parce qu'en plus de ça, ces industries, PwC, Deloitte, etc., ils sont simplement là pour contrôler que ces personnes-là font bien leur boulot et qu'il n'y ait pas, j'ai envie de dire, des écarts et des erreurs humaines. Parce que des erreurs humaines, il peut y en avoir, et ça coûte énormément d'argent. Aujourd'hui, si on automatise tout ça et qu'on enlève en plus les problématiques liées à la centralisation, on a forcément des bénéfices pour l'ensemble des utilisateurs. Juste en dessous, quand vous allez aller un petit peu plus bas dans cet article, Arthur Hayes va justement faire une projection et une extrapolation du marché que je viens de vous évoquer, donc le marché bancaire et celui de la finance traditionnelle, et le pourcentage que pourrait capturer Ethereum, notamment juste par rapport à la DeFi, à la finance décentralisée. Vous vous souvenez que Ethereum, c'est bien plus aujourd'hui que la finance décentralisée, mais il se focalise dans cet article uniquement par rapport à ce plan de marché-là. Et il se dit, tiens, si Ethereum aujourd'hui prend par exemple 0,10% du marché de la DeFi, donc de la finance décentralisée, aujourd'hui ça représenterait un chiffre d'affaires de presque, alors là c'est quoi, c'est millions, de 2,7 milliards, tout simplement de chiffre d'affaires, avec une capitalisation boursière d'Ethereum de presque 467 milliards, avec un cours de l'Ether à un peu plus de 4000 $. Donc avec juste un dixième de pourcentage, 0,1% de la DeFi, quoi. Ce qui est juste infime, c'est vraiment rien du tout. Quand on est à 0,5, donc c'est un demi-pourcent, là on se retrouve avec un Ether à 20 000 $. Si on est à 1% du marché de la DeFi qui est capturé par Ethereum, on serait à combien? À 40 000. Si on prend 100%, bon là on serait sur un Ether à 4 millions. Mais encore une fois, je ne veux pas vous présenter ces chiffres-là pour vous dire, ah punaise, un Ether à 4 millions, faut vite que j'achète maintenant. C'est pas ça que je veux vous dire. Pour moi d'ailleurs, il y a peu de chances qu'on arrive à prendre 100%. Mais c'est pour vous amener à prendre du recul. Parce que souvent, en fait, on est coincé dans ce qu'on connaît, dans les calculs peut-être qu'on peut savoir, mais on peut perdre vraiment de vue la vision globale du marché et de là justement où on se dirige. Aujourd'hui, j'ai pas regardé le cours des crypto-monnaies et c'est pas le but, vous le regarderez quand vous ferez quand la vidéo de toute façon sera publiée, et vous pourrez faire vos propres extrapolations. Pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, par exemple, le cas de l'Ether est important, et si on est, je sais pas moi, sur un Ether à 2000 $, par exemple, pour beaucoup, ça va être énorme, parce que ça peut être beaucoup d'argent, etc. Et quand on prend du recul, et quand on comprend le marché auquel, aujourd'hui, par exemple, le cas d'Ethereum essaye de s'attaquer, alors il y a toujours des risques, on ne sait pas si Ethereum 2.0 va arriver à temps, si la mise à jour va se faire correctement, etc. Il peut y avoir des soucis, et ça fait partie du risque qu'on peut prendre, mais quand on voit le potentiel, par exemple, là, du projet, et les évolutions encore qui existent, c'est juste complètement fou. D'autant plus que
la DeFi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un plan d'Ethereum, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est levée de fonds avec les ICO, il y avait tout ce qu'il y avait également aussi avec les NFT, il y avait tout ce qui est les plateformes décentralisées autonomes. Vous allez avoir, à mon avis, d'autres innovations qui vont être créées avec notamment aussi les security tokens, etc., etc., etc. Il y a plein d'innovations aujourd'hui qui n'ont pas encore eu lieu et qui, à mon avis, prendront place aussi sur Ethereum. Et donc ça, pareil, c'est d'autres plans de marché qui pourront être ajoutés sur ce protocole-là. Et quand on voit juste ces chiffres et quand on commence à prendre du recul, est-ce qu'aujourd'hui, le risque rendement, le risque que vous prenez par rapport aux résultats que vous pourrez avoir peut-être dans plusieurs années, est-ce que ça vaut le coup ou pas? J'ai pas la réponse pour vous, hein. Nous, aujourd'hui, on a pris des positions justement par rapport à ça, parce qu'en comprenant les risques et qu'en comprenant éventuellement les opportunités qui existent par la suite, on a décidé de placer notre argent avec cette pensée-là. Mais derrière, ça sera à vous de vous poser ce genre de questions. Est-ce qu'en effet, le fait de placer, je sais pas moi, 2000 $ aujourd'hui pour un Ether qui demain pourrait peut-être valoir, je dis des bêtises, 200 000 $, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui vous semble pertinent? Est-ce que c'est des risques que vous pouvez prendre ou pas? Parce que c'est ce qu'on appelle aussi des risques asymétriques. Les risques asymétriques, c'est vous n'êtes pas obligé de prendre des risques démesurés pour décupler la croissance et les performances de votre portefeuille. Et c'est justement ces opportunités-là aujourd'hui qui existent sur le marché des crypto-monnaies. Là, je vous les présentais avec le cas d'Ethereum pour vous ouvrir un peu plus l'esprit. Et l'idée, c'est pas de vous faire FOMO ni de vous dire c'est maintenant qu'il faut investir ou quoi que ce soit, mais encore une fois, c'est d'ouvrir peut-être votre champ des possibles et les perspectives peut-être que vous voyez aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé et si selon vous, justement, les chiffres qui sont donnés ici, est-ce que pour vous ça me semble pertinent, est-ce que ça vous semble complètement décorrélé peut-être de la réalité? Est-ce que Ethereum pour vous c'est un projet qui a de l'avenir ou est-ce que typiquement vous pensez que d'autres concurrents entre guillemets comme Cardano, Polkadot, Avax, Solana, est-ce que c'est plutôt ce genre de projet-là qui risque peut-être par la suite de supplanter Ethereum? Je pense que ça peut être intéressant d'échanger à ce sujet-là. Si vous avez des suggestions aussi peut-être de sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez dans la description de la vidéo un lien notamment vers notre guide qui est totalement offert, qui vous explique toutes les étapes que vous devez suivre pour pouvoir commencer à investir sur le marché des crypto-monnaies. Donc si aujourd'hui vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment faire pour commencer à investir vos premiers euros sur le marché des crypto-monnaies, n'hésitez pas à le télécharger dans la description de la vidéo, c'est totalement offert et à mon avis ça vous permettra de gagner énormément de temps. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!